suis Brand Love Manager, donc ce qui est un métier au titre un peu mystérieux, mais qui signifie tout simplement que je suis en charge de l'attachement à la marque My Little Paris. Donc l'attachement à la fois sur le volet marque employeur, recrutement, gestion des talents, mais aussi sur la dimension plus B2C par rapport à nos communautés, par rapport aux événements qu'on peut organiser. Donc j'ai vraiment un pied dans les RH et un pied dans le marketing. J'étais la première employée chez My Little Paris. À l'époque où je suis arrivée, on était en pépinière d'entreprise. On était 5 en fait. Et là, 7 ans plus tard, on est 130 répartis sur 7 étages d'un bâtiment du côté de Barbès. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager en fait cette expérience qu'on a mis en place pour nos collaborateurs, partager avec vous cette expérience un peu particulière qu'on a imaginée pour ces collaborateurs quasi 100% millennials. La moyenne d'âge chez My Little, elle est de 28 ans. Et cette expérience qu'on a imaginée surtout pour attirer aussi les talents et les retenir en temps d'eux. Donc, mais tout d'abord, ce que je voulais vous proposer, c'était de de vous expliquer un tout petit peu plus. Alors, j'ai entendu qu'il y avait déjà des gens qui connaissaient My Little là dans les premiers rangs, mais du coup, vous expliquer un tout petit peu plus nos métiers. Alors, My Little Paris, c'est un groupe média et e-commerce qui aujourd'hui a une communauté de 4 millions de femmes. Et la première chose à savoir sur nous, c'est qu'on a été fondé par des femmes qui n'y connaissaient rien, ni aux médias, ni au digital, complètement à contre-emploi. Fanny, la fondatrice, était dans le marketing cosmétique. Céline était en banque d'affaires, enfin vraiment des métiers qui n'avaient rien à voir. Et en fait, on continue à recruter comme ça, à recruter des personnes à contre-emploi, parce que on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on assiste avec le digital à une ère de redistribution des cartes, et que cette naïveté avec laquelle on regarde un business, c'est devenu une force, parce que du coup, on s'autorise plus de choses, on se met pas de barrières, on y va. Et dans tous nos recrutements aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on perpétue. La news à la base, My Little Paris, c'est né via une newsletter. Enfin, le groupe au global, il est lié à ce média. Donc une newsletter qui a été envoyée au tout début, donc en février 2000, par Fanny, la fondatrice, à 50 amis. Et en un mois, juste par la force du bouche à oreille, elle avait elle est passée de 50 amis à 1000 abonnés. En 6 mois, elle était à 10 000, et aujourd'hui, on est sur une communauté de 4 millions au global. Donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une viralisation qui s'est faite entièrement par viralisation naturelle, par bouche à oreille. Tout simplement au début parce qu'on n'avait pas de budget pour acheter une base, ce qui se fait normalement quand on lance une newsletter. Et du coup, là, on a essayé de trouver un autre moyen, et du coup de juste trouver des moyens de faire en sorte que chaque newsletter donne envie d'être forwardée au moins à 3 amis. C'était un de nos KPIs. Et ensuite, parce qu'on s'est rendu compte que ce mode de développement, c'était un mode de développement hyper vertueux, dans la mesure où chaque personne qui venait s'inscrire à notre newsletter, derrière, avait un vrai intérêt pour nos contenus, l'ouvrait, ce qui nous permet d'avoir des taux d'ouverture au-delà de tous les taux du marché. C'est cette même technique de viralisation qu'on a appliquée à tous nos supports, tous nos lancements, quand on a voulu à chaque fois stretcher cette marque My Little. Donc aujourd'hui, on est aussi un groupe e-commerce, comme je vous disais, avec 135 000 abonnés qui reçoivent leur box chaque mois en France, au Japon, mais aussi au UK et en Allemagne. On a développé pas mal d'applications aussi. On avait Tim Cook qui était dans nos bureaux hier pour venir justement parler de ces développements en visite surprise à Paris. Et trêve de produits, l'idée c'est de rentrer vraiment sur le contenu RH. Pur et dur. Donc la première de nos convictions, c'est que l'environnement, c'est clé dans la créativité. On est persuadé depuis les débuts de My Little Paris qu'il n'y a pas de personnalité créative et d'autres non. C'est vraiment juste une question d'environnement qui va venir stimuler ou pas cette créativité. Et donc cette stimulation passe par l'environnement, tout d'abord l'environnement physique, par les bureaux. Nous, on a effectivement des bureaux qu'on a colonisés petit à petit dans un immeuble de 7 étages. Donc c'est des bureaux qui ressemblent plus à des appartements avec des cuisines, des salles de bain. Il y a beaucoup d'attention portée aux détails. Tous les meubles sont chinés. On a des housses de chaises, là vous pouvez voir sur le visuel, mais des housses de chaises qui sont différentes. À chaque fois qu'on a un nouveau, on a Rosa, notre femme de ménage, qui est aussi illuminatrice de bureau, qui va au marché Saint-Pierre acheter un nouveau tissu pour faire cette housse.
Et les bureaux sont fleuris tous les mois. Enfin, c'est beaucoup d'attention, mais on est persuadé que ça a un vrai impact sur la façon dont les équipes pensent, réfléchissent et s'octroient des sorties en termes de créativité. On est persuadé qu'on a plus d'idées dans un environnement de ce type que dans un environnement, un open space avec des murs blancs. On a également des cuisines à tous les étages. On organise à la fois des déjeuners d'équipe, mais aussi tous les brainstorms. Enfin, c'est vraiment un moyen la food est vraiment au cœur du quotidien des équipes. On a depuis peu des bureaux en plus pour organiser les conférences en interne et des bibliothèques à tous les étages. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour nous. Ça paraît une petite chose et triviale, mais on a mis en place depuis le début de My Little un compte Amazon illimité pour toutes les équipes. L'idée, c'est que n'importe qui peut commander un livre gratuitement. Donc aujourd'hui, on l'a centralisé parce qu'on est trop nombreux et on commandait 12 fois le même livre. Mais n'importe qui peut commander, que ce soit un livre Le Dernier Goncourt, un livre sur Paris, un livre de photos. C'est une initiative qui coûte pas très cher, en toute honnêteté, en interne. Sur 130, on doit avoir, je sais pas, une quinzaine de livres qui sont commandés chaque mois, qui permettent de constituer petit à petit ces bibliothèques. Et derrière, en termes de message, qui est hyper fort, parce que ça veut dire que on encourage les équipes à continuer à apprendre, continuer à se stimuler et à s'inspirer. Et on a été, du coup, par rapport à ces bureaux, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est devenu un élément clé de notre marque employeur au global, que tous les candidats qui viennent chez nous aujourd'hui, ils nous en parlent de ces bureaux, et en fait, dans les lettres de motivation que je reçois aujourd'hui, j'ai une lettre de motivation sur 7 qui parle de ces bureaux. Donc, on sent que vraiment, ça fait partie de ce travail de marque employeur, et que cette expérience, en fait, elle a un impact sur ces cibles millennials. Et on a été encore plus loin en fait, en fin d'année dernière, en ouvrant ce qu'on a appelé donc, notre slow office. C'est une maison à Montmartre qu'on a totalement aménagée, donc avec une maison un peu biscornue, avec plein de pièces, qu'on a aménagée avec le même souci de déco qu'on a pu avoir sur My Little Paris. Et l'idée en fait, c'est de proposer un espace pour les équipes pour venir travailler un peu hors du temps, un peu hors de la frénésie opérationnelle. C'est une maison qui est à 15 minutes à pied des bureaux. Au début, on a râlé en se disant que c'était compliqué. Et en fait, c'est juste le bon sas de décompression pour pouvoir se permettre de sortir la tête des sujets opérationnels. Et aujourd'hui, on l'utilise donc à la fois pour des workshops, des ateliers par business units, mais aussi pour des formations. Tout simplement, ça nous permet aussi d'amortir les lieux. Donc on a parlé des bureaux, on a parlé du cadre de l'environnement. Il y a un deuxième point qui est hyper important pour nous, sur cette question de créativité. La créativité, c'est un point essentiel, je pense de toute façon, pour cette cible millennials qui a envie d'être tout le temps stimulée, d'être tout le temps en apprentissage. Et du coup, nous, on a aussi envie, de par nos produits, d'aller dans cette direction-là. Et il y a très peu de process en fait, qui ont été mis en place. On a vraiment cet esprit start-up encore aujourd'hui. Très peu de process qui ont été mis en place au global chez My Little Paris. Et les seuls process qu'on a mis en place, c'est des process qui touchent à cette idée de créativité, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, si on ne faisait rien, ces moments de respiration, ces moments de veille, ces moments d'innovation, c'est toujours ce qui passe à la trappe dans le rush de l'opérationnel. Et que du coup, c'était important d'aménager des plages dédiées à ces moments, parce qu'on sait à quel point c'est important pour nous et pour les équipes. Donc, juste pour ça, je voulais vous partager un schéma qui est issu d'un livre qui s'appelle The DNA's Innovators, qui est le compte-rendu en fait, d'une étude de 6 ans qui a été menée par 3 experts américains sur comment les personnalités créatives et les entreprises créatives fonctionnent, quels sont leurs modes de fonctionnement. Donc, ils ont rencontré je ne sais plus combien de personnes. Et derrière, ils ont établi 2 types de fonctionnement. Le premier type de fonctionnement, qui est ce type Discovery, c'est un fonctionnement exploratoire. On teste, on observe, on associe des choses qui n'ont rien à voir, on fait du networking, on est vraiment dans cette dimension exploration, rien à perdre. Et en fait, on se rend compte que naturellement, quand les entreprises grossissent, elles vont se déplacer sur cette dimension delivery. C'est naturel. Quand on grossit, on a besoin de processer, de faire en sorte que
les choses soient plus efficaces, qu'on perde moins de temps. Et du coup, on s'autorise moins de sorties de route, on s'autorise moins de test and learn. Et finalement, nous, c'est vraiment le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de réussir donc, à processer quand même un minimum, parce qu'à 130, on en a besoin, mais de réussir à faire tout le temps cet aller-retour pour garder cette démarche exploratoire. Donc là-dessus, on a des outils. Donc, on a ID Maker qui est notre plateforme de partage d'inspiration où n'importe qui va poster toutes ses inspirations créatives, même si elles sont très éloignées de nos métiers initiaux. Ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout, on parlait des questions de hiérarchie tout à l'heure, mais effectivement, ça va être à la fois le stagiaire qui est arrivé depuis 2 semaines ou le DG qui vont poster là-dessus, et ça nous permet d'avoir aussi des bases de références communes. On a également un rituel qui s'appelle les call spotters. L'idée là-dessus, c'est on fonctionne avec des pigistes d'idées qui sont basés à San Francisco, à New York, en Corée, au Japon, et qui nous remontent en fait toutes les tendances de leur marché. Les fondateurs de MyLittle font ça depuis le début. L'idée, c'est on a un call par mois e-commerce, un call toutes les 2 semaines sur le mobile. Et là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel chef de projet, selon les sujets sur lesquels il travaille, peut demander à assister à ces calls ou va être convié en fonction des sujets quand c'est évident, justement pour se nourrir. Et au-delà de ça, on a mis en place des coachings créatifs. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas forcément que des experts dans les équipes, et c'est pas grave, et on n'hésite pas à solliciter par contre de temps en temps des experts quand on en a besoin, mais dans ce cas-là, en fait, on n'externalise pas la façon de travailler. On va les prendre en tant que consultants, on va travailler sur les sujets avec eux vraiment pour s'approprier le sujet, et en appliquant nos méthodes à nous pour continuer à apprendre au sein de l'organisation. Autre rituel de créativité qui est important pour nous s'appelle les Creative Mornings. C'est des petits déjeuners créatifs qu'on organise dans nos bureaux avec Marion, notre cuisinière, qui vient préparer des œufs à la coque pour tout le monde. Et l'idée là-dessus, c'est d'interviewer une personnalité pour lui demander où elle puise sa créativité au quotidien. Donc l'idée là-dessus, c'est de faire des ponts. On a à la fois des personnalités créatives un peu attendues, entre guillemets. On a eu des réalisateurs, dessinateurs, on a eu Pénélope Bagieux qui est venue il n'y a pas longtemps, des acteurs, mais aussi des entrepreneurs. Apollonia Polan qui est venue nous expliquer comment elle avait réinventé le business du pain, ou encore on a eu un prêtre aussi récemment. Alors ça, pour le coup, ça avait fait plus jaser en interne et j'étais la première sceptique, mais c'était assez intéressant comme intervention dans la mesure où il nous expliquait comment il réussissait à renouveler son discours tous les dimanches, sachant que son fond de discours, la vie, l'amour, la mort, il se passait pas un truc de fou d'un dimanche sur l'autre. Donc voilà, c'était intéressant de voir comment lui réussissait à se renouveler en termes de discours. Et au-delà de ça, on a un dernier rituel qui est, lui, beaucoup plus participatif, parce que là, je vous ai présenté des rituels un peu top-down quand même, qui est le Megalab. Donc, l'idée du Megalab, c'est de proposer aux équipes de monter sur scène pour venir parler d'un sujet qui leur tient à cœur. On organise ça 1 fois par mois dans un théâtre qui est pas très loin de nos bureaux, au théâtre de l'Atelier, et on propose en fait aux équipes de partager leurs inspirations. Il peut s'agir aussi bien de sujets très opérationnels, un business case qu'ils ont envie de partager avec le reste des équipes, une opportunité marché, mais aussi et surtout de sujets beaucoup plus ouverts en termes d'inspiration. Là, sur le dernier, on a eu le débrief notamment de Hooked, un bouquin qui explique comment rendre n'importe qui accro à n'importe quoi. Et on a eu une présentation sur la permaculture. Donc en termes de liens, c'était pas forcément directement évident, mais on en a trouvé. Là-dessus, on a vraiment 7 intervenants sur chaque Megalab, donc 1 fois par mois, qui sont différents à chaque fois. C'est vraiment sur base de volontariat, et c'est un format, c'est un peu nos mini TEDx en interne. Ce qui nous intéresse par rapport à ça, c'est à la fois le partage d'inspiration que ça représente, mais aussi le fait que ça nous permet de mettre en avant en termes de management des personnes qui spontanément ne se mettraient pas en avant, mais qui ont des trucs hyper intéressants à partager
avec le reste de la boîte. Notre troisième conviction, c'est qu'on peut faire des étincelles en mélangeant les profils. Donc là, c'est vraiment une conviction liée au recrutement. Donc je vous disais, on recrute beaucoup à contre-emploi. Notre directeur technique, c'est un ancien médecin. Notre directrice commerciale est une ancienne ballerine. Notre directrice de rédaction, c'est une ancienne juriste qui était complètement frustrée de ne pas pouvoir s'éclater dans son métier et qui aujourd'hui s'en donne à cœur joie. Mais du coup, en termes de créativité. Et là-dessus, on est persuadé qu'il faut regarder plus le potentiel des personnes plutôt que leur CV, ce qu'elles ont déjà fait. Encore une fois, ce que je vous disais, ça permet de faire des ponts un petit peu différents. De manière générale, on est persuadé que chaque rencontre est un entretien qui s'ignore et que du coup c'est hyper important on parlait tout à l'heure de gestion un peu matricielle des RH, d'impliquer tous les collaborateurs dans ce recrutement, dans l'expansion des équipes. On demande régulièrement nous à nos collaborateurs, les dernières personnes qu'elles ont rencontrées qui avaient une belle énergie et qui potentiellement pouvaient se projeter chez nous. Donc ça c'est un peu une espèce de gymnastique qu'on met en place avec nos équipes. Et au-delà de ça, c'est là aussi ma double casquette. Je vous disais, je m'occupe à la fois des RH et à la fois des événements pour nos abonnés. Ma double casquette, elle me sert là aussi parce que du coup, j'ai un peu des antennes sur ces événements-là à discuter un peu avec tout le monde et potentiellement voir les profils qu'on peut recruter. C'est comme ça qu'en fin d'année dernière, on a recruté une de nos commerciales à la chorale des abonnés qu'on avait organisée pour Noël, chorale de Noël. Et en fait, c'était une fille qui avait une super énergie, qui avait la patate, mais qui juste s'ennuyait ferme dans son job du moment. Et en discutant, elle n'aurait pas forcément spontanément pensé à venir postuler chez nous. Et c'est cette discussion qui a fait qu'elle a rejoint nos équipes. Et au-delà de ça, une fois qu'on a les bonnes personnes, on organise des sessions de R&D pour varier les interactions. L'idée là-dessus, c'est organiser une fois tous les 2 mois. On mixe un créa, un édito, un tech sur des sujets qui ne sont pas du tout des sujets qui sont dans notre roadmap habituel. Et leur boulot là-dessus, c'est juste de choisir un sujet qui leur plaît, qu'ils ont envie de développer. Et derrière, à partir de la première ébauche qui est faite en une journée, on voit ce qu'on en fait et comment on peut l'utiliser. La quatrième conviction, c'est lié à l'idée de test and learn, d'expérimentation qui est hyper importante chez nous, alors très certainement liée à notre ADN startup. Le test and learn, vous en entendez, je pense, beaucoup parler. Après, nous, ce qui me semble important à souligner sur ce sujet-là, c'est qu'il faut être capable, en termes de management, de mettre en place des conditions favorables à ce test and learn. Parce que c'est bien beau de dire, il faut expérimenter, il faut tester, mais si c'est pas inscrit dans l'organisation qui a droit à l'erreur, si c'est pas inscrit dans l'orga qu'on peut se planter et si quand on se plante, on se fait taper sur les doigts, forcément on n'a plus envie d'y retourner. Donc là-dessus, chose très concrète, on a mis en place dans nos entretiens de fin d'année annuels une mention, une case qui est dédiée à ça, qui demande c'est quoi vos fails de l'année. Et concrètement, si les gens n'ont rien à dire à ce sujet, si les équipes n'ont rien à dire, c'est que quelque part justement elles n'ont pas été au bout, qu'elles ne sont pas sorties de leur zone de confort. Et c'est vraiment une discussion, mais qu'il faut accompagner en termes de management. Et autre représentation physique de cette dimension de test and learn, c'est notre Startup Lab qu'on a ouvert en interne, donc la Factory, où l'idée ça a été des projets un peu pilotes qu'on avait commencé à développer en interne, qu'on a déplacés vraiment en se disant que c'était des nouvelles marques à lancer pour My Little avec des équipes de My Little du coup qui se sont mis à 100% sur le sujet. Aujourd'hui, on a 2 marques e-commerce, Loom et Watson, et une marque dédiée, qui est un outil B2B pour mesurer le bonheur au travail. Donc des secteurs qui n'ont rien à voir, qui après nous étaient des prolongements de nos activités et de nos marques et qu'on explore aujourd'hui. Et enfin, le dernier point qui est hyper important pour nous, c'est cette idée que la culture est plus importante que la stratégie.
Ça, on en est convaincu depuis le début, dans la mesure où, on en parlait tout à l'heure, mais sur le digital, les stratégies sont changeantes, on ne sait pas forcément toujours où on va à 6 mois. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que cette culture d'entreprise, c'est le fuel, le carburant qui va pousser vos équipes en avant tous les jours, et qu'on pourra tout copier sur votre structure, sur votre entreprise, quelle que soit sa taille. On pourra copier la stratégie, on pourra copier le design, on pourra copier vos fournisseurs. Le seul truc qu'on ne pourra pas copier, c'est cette énergie en fait que mettent toutes les équipes, vos équipes au quotidien dans leur travail. Et on sait aussi à quel point, en termes d'attraction et de rétention des talents, cette culture d'entreprise, elle est clé. Donc, d'autant plus clé de faire en sorte que quand on intègre des personnes, elles se sentent tout de suite engagées aussi dans ce processus de culture d'entreprise. Donc nous, ça passe déjà via quand on envoie le contrat ou quand on signe le contrat, il est toujours accompagné d'une célébration. Ça peut être une bouteille de champagne, un bouquet de fleurs. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place de manière systématique aujourd'hui chez nous, mais qui a vraiment un impact quand on reçoit son contrat. Enfin, voilà, on sent que quelque part on est attendu. Et le jour de l'arrivée, c'est important pour nous aussi d'avoir ce même sentiment d'attente et d'accueil. Donc par rapport à ça, donc classique, les petits déjeuners d'accueil et déjeuners d'équipe. Et on a aussi un welcome pack. Donc là, vous pouvez voir en photo, mais la personne, quand elle arrive à son poste, il y a ce welcome pack qui l'attend avec à la fois son ordi, cahier, le matériel pour travailler, mais aussi les box du mois précédent pour voir un peu le produit et pour avoir un objet physique à montrer le soir en rentrant du boulot. C'est un peu comme un premier jour à l'école, en fait, quand on commence à travailler quelque part. Donc, on a envie de le raconter en rentrant. Et au-delà de ça, on a mis en place des séminaires, une semaine de formation où c'est 2 heures avec chacun des patrons de business unit pour bien comprendre les différents métiers. Et ça, on l'a remis en place plus tardivement, mais on a mis en place les petits déjeuners avec Fanny, la fondatrice de My Little Paris, parce qu'on s'est rendu compte que c'était important en fait d'insuffler cette énergie des débuts et qu'elle prenne le temps de raconter toutes ces petites histoires qui font la grande histoire pour nous de My Little Paris, de prendre ce temps-là au tout début. Et si tout se passe bien, du coup, vient le rituel de la tasse, qui peut paraître un peu trivial comme ça, mais qui est un rituel d'intégration. Quand on valide sa période d'essai de CDI ou qu'on passe de CDD à CDI, on fait faire le dessin du collaborateur par Kanako, notre illustratrice, qui est vraiment la patte de My Little Paris graphiquement. Et on l'imprime sur une tasse et on lui remet cette tasse comme un rite d'intégration. Donc ça paraît complètement trivial. Au début, c'était plus sous format blague. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qu'attendent les équipes et limite plus que la confirmation de période d'essai, c'est genre la tasse, quoi. Et au-delà de ça, en termes de développement sur cette dimension culture, on s'est rendu compte qu'en grossissant, on ne pouvait plus se contenter de reposer sur les fondateurs, qu'on avait aussi, et sur les premiers employés, qu'on avait aussi intérêt à trouver des moyens d'engager de manière plus large. Donc là-dessus, on a mis en place dans chaque équipe, on a un spirit manager qui est un relais de cette culture d'entreprise, qui est une personne qui a été élue par le reste, un peu comme des délégués de classe finalement, et qui du coup est la personne qui a toujours les petites attentions, qui est intéressée par tous ces sujets vraiment de culture. Au-delà de ça, on a mis en place ces projets sous-marins dont je vous parle là. C'est projets sous-marins, projets secrets. C'est des side projects en fait, où on propose aux équipes. On a en fait en permanence 7 ou 8 personnes qui travaillent sur un projet qui va venir surprendre le reste des équipes. Ça peut être une vidéo de merci, ça peut être un événement, une soirée, une surprise pour une des équipes qui a une charge de travail particulièrement lourde. Et l'idée là-dessus, c'est vraiment que ce soit ces 7-8 personnes, mais qu'elles tournent en permanence, qu'on n'ait jamais les mêmes personnes qui bossent sur le sujet. Et du coup, chacun est tour à tour content d'avoir profité de ce cadeau et de cette surprise, et en même temps se sent partie prenante du sujet. Et donc le meilleur exemple là-dessus, je vous fais passer, c'est notre culture book. C'est notre culture book du coup qu'on édite chaque année, qui est un yearbook où on retrouve un peu tous les événements marquants de l'année, et on le distribue au mois de décembre
à l'occasion de la soirée de Noël. Ça permet de revoir un petit peu tout ce qui s'est passé l'année précédente, et c'est un objet vraiment précieux qui permet aussi à chacun d'expliquer encore une fois son métier, sachant qu'on est sur des métiers du digital un peu intangibles, d'expliquer son métier, ses équipes. C'est un objet vraiment source de fierté. Là-dessus, si ça vous intéresse d'en voir plus, on a notamment le dernier Culture Book 2016 là, que je fais passer, qu'on a mis en ligne là, la semaine dernière sur le site My Little Paris, dans la page, je crois, Qui sommes-nous, en haut à droite. Et voilà, cette démarche Culture Book, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais si ça peut vous inspirer, avec plaisir. Et dernier point sur cette culture, c'est la question des valeurs. En fait, on a une hantise, c'est le côté déclaration d'intention, les prêts qui ne sont pas forcément suivis de faits et de réalisations. Et du coup, quand en début d'année, on a dû réfléchir aux valeurs My Little, on avait déjà une dizaine de valeurs et on a voulu réduire cette liste à 5 et les retravailler pour être plus en phase avec aujourd'hui l'entreprise telle qu'elle est. Du coup, quand on a annoncé ces valeurs en janvier aux équipes, on a choisi de les faire incarner par des personnes. Vous avez Marie qui est l'incarnation du wow effect, Andrés sur roast chicken, notre valeur de convivialité, et Adèle sur embrace ambiguity par exemple. Et l'idée là-dessus, en fait, c'est de les faire incarner pour les faire vivre, et que chacun de ces représentants de valeurs organise des conférences, des événements, des formations en lien avec ces valeurs, justement pour pas que ça reste lettre morte. De manière générale, vous l'aurez compris, sur la culture, nous, une des questions les plus importantes pour nous aujourd'hui, c'est comment faire en grandissant, comment faire en sorte de garder cette énergie des débuts intacte. Ce qui n'est pas évident quand on passe de 20 à 130, forcément, les choses sont différentes et c'est pas forcément moins bien, mais il faut réussir à se réinventer par rapport à ça. Et on a aussi une autre question qui est une question par rapport au développement à l'international, notamment au Japon. Aujourd'hui, on a 7 personnes et on n'a pas encore tout à fait, on a des pistes, mais on n'a pas tout à fait réussi encore à résoudre l'équation de comment on fait pour exporter une âme sans exporter des personnes. Et du coup, voilà, on travaille sur ces sujets aujourd'hui. Donc j'ai conscience que le modèle My Little, il est très particulier, avec une culture très marquée. Après, j'espère en tout cas que ça a pu, par petites touches dans le lot des idées, vous donner des inspirations pour vos propres entreprises, vos propres expériences collaborateurs. Et je suis dispo si vous avez des questions.